Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire qui marque le début de la série Opérer dans l'incertitude. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le thème de la gestion des risques en voyage et en particulier aussi avec une présentation de la norme ISO 31030 qui vient compléter votre gestion des risques. Juste avant de débuter, si vous rencontrez des soucis techniques pendant la session, n'hésitez pas à vous connecter via votre téléphone. Et également, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la section chat et nous y répondrons en fin de session. Nous garderons 10-15 minutes sur ce propos. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants. Nous sommes ravis d'avoir le général Jean Morin à nos côtés en tant que grand témoin sur cette session. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter. Bienvenue à vous et bienvenue aussi à Xavier Carme. Merci Flore et merci Xavier de m'accueillir. Donc Jean Morin, je suis en charge de la direction prévention protection du groupe Renault depuis maintenant 2 petites années. Auparavant, j'ai travaillé également 2 petites années à Renault Russie en tant que directeur de la prévention protection pour la partie Renault Russie et avec un rôle au niveau régional essentiellement centré sur la Russie pour ce qui était contrôle interne, éthique et prévention du risque. Voilà. Après, j'ai été donc appelé au siège pour prendre la direction prévention du groupe. Auparavant, donc j'ai une carrière militaire de 39 années, donc de 1979 à 2018, où j'ai servi la partie troupe essentiellement à la Légion étrangère, à tous les grades. Mon dernier poste est celui de général-commandant de la Légion étrangère, mais sinon, les postes d'état-major alternés en administration centrale, dans la partie organique ou la partie relations internationales, essentiellement tournée vers la Russie. Et j'ai été également, en tant que militaire, à 2 reprises en Russie. Une première fois en tant qu'auditeur de l'Académie d'état-major général, c'est-à-dire le cours des colonels russes, et puis une deuxième fois comme attaché de défense près l'ambassade de France sur la période de 2009-2012, c'est-à-dire période où les relations bilatérales étaient très fortes et qui avait permis d'ailleurs à la conclusion du contrat Mistral avec la Russie. Voilà pour cette présentation brève. Merci mon général. Et donc moi à mon tour, bon, je suis Xavier Carme, donc je travaille chez International SOS depuis bientôt 16 ans. Je suis de la partie sûreté et en fait aujourd'hui mon rôle est d'accompagner nos équipes de conseil pour mettre en place des solutions qui leur permettent qui permettent aux entreprises de gérer leur risque à l'international, leur risque en voyage. Et avant de rejoindre International SOS, j'ai fait une carrière de 15 ans au ministère de la Défense, voilà, une carrière tournée vers l'international avec différents séjours en Asie. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va entamer cette discussion, cette présentation courte sur la norme ISO 31030. Alors, j'ai constaté que sur le premier slide, on s'était trompé, c'est 31030, hein, c'est pas 30-130, 31030, qui vient de sortir. Donc, c'est une norme. Alors, c'est pas vraiment une norme, il n'y a pas de traduction simple, parce qu'on appelle ça une guidance, donc c'est plutôt un guide de bonne pratique plutôt qu'une norme contraignante. Donc, pourquoi ce chiffre de 80% sur votre écran? Mais en fait, ce chiffre de 80%, c'est pour contextualiser l'émergence de ce nouveau recueil de bonnes pratiques. En fait, il arrive à point nommé puisqu'en fait, on est dans le contexte où, et je pense que le général Morin nous en parlera tout à l'heure, les grandes entreprises reprennent progressivement les voyages d'affaires. Et ce chiffre de 80%, eh ben, c'est un chiffre qui a été publié par Singapore Airlines et qui indique que le remplissage corporate de leur vol est revenu à des niveaux quasiment comparables à ceux de 2019. Donc, ça veut dire qu'on est dans un contexte de reprise. Ça ne veut pas dire que la reprise des voyages est simple et c'est pour ça que j'indiquais que
l'apparition d'un recueil de bonnes pratiques fait par des professionnels est quelque chose de positif plutôt qu'une contrainte. Alors, sans plus attendre, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est l'ISO 31030? Alors, d'abord, c'est quelque chose qui n'a pas été qui n'a pas été généré du néant. C'est quelque chose qui suit un travail qui a été fait par un certain nombre d'organisations sur ce que doivent être les obligations des entreprises dans le domaine du devoir de protection vis-à-vis de leurs collaborateurs en mobilité, voyageurs expatriés. Et au fil des années, du savoir, des bonnes pratiques se sont sédimentées. Il y a eu du travail qui a été fait par l'équivalent de l'AFNOR au Royaume-Uni qui s'appelle le British Standard Institute, qui a créé une première guidance sur la gestion du risque voyage. Et puis, différentes entreprises, l'ASIS, l'organisation de sécurité américaine, l'ISO, se sont penchés sur le sujet et se sont dit, tiens, c'est un sujet d'intérêt pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit la manière dont ils envoient des collaborateurs à l'étranger. Et on peut aussi bien parler d'une grande entreprise avec une présence multinationale que d'une école envoyant des jeunes étudiants en séjour. Il fallait effectivement prendre pied sur ce sujet de la gestion du risque voyage en faisant un travail de recueil de bonnes pratiques. Donc, en fait, ce travail a commencé en 2018 et il a permis, au travers de multiples sessions, avec des praticiens du risque voyage, il s'agit de directeurs sûreté, de représentants de la partie juridique des entreprises. Il y a eu également un regard de la part de médecins sur le sujet de la manière dont les organisations voyagent et elles mettent en place des règles. Et donc, au fur et à mesure de ces entretiens, un corpus a été créé. Donc, c'est un document qui fait un peu moins de 60 pages. Ce document a été travaillé, structuré autour des bonnes pratiques. Et en fait, il est inspiré par une source qui est l'ISO 31000. L'ISO 31000, c'est la norme en matière d'évaluation des risques, l'ensemble d'évaluation des risques, et ça influence beaucoup l'ISO 31030. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dérivé de l'ISO 31000. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que en plus de l'ISO 31000, une autre source a influencé la rédaction de ce document, c'est l'ISO 45001, qui est une norme qui est pour le coup est assez contraignante, qui relève des pratiques HSE. Donc en fait, l'ISO 31030, c'est un recueil de bonnes pratiques qui s'applique à toute taille et tout type d'organisation, qui ont des voyageurs, qui organisent la gestion du risque voyage. Et en fait, il s'agit d'une référence à des bonnes pratiques. Voilà, on va passer au slide suivant. Alors, comment ça fonctionne? En fait, l'ISO 31030, c'est un cadre, ça vous fournit un cadre de gestion des risques structurés. Donc, il faut savoir que sur les 50-60 pages que comprend cette guidance, vous n'êtes pas obligé d'appliquer tout scrupuleusement, dans le sens où la méthodologie, effectivement, en 4 étapes, doit être respectée, mais en revanche, le niveau de détail en matière d'outils de la gestion du risque voyage va dépendre de votre propre organisation. Les principes généraux de ce recueil restent quand même importants, c'est-à-dire traiter le risque par l'évitement et effectivement mettre en place des systèmes d'autorisation, déterminer qui autorise le voyage et également soit un partage du risque, soit vers un prestataire d'assurance, soit vers un prestataire tiers qui va aider à gérer ce risque. Ensuite, et c'est un aspect très didactique qu'on trouve dans ce recueil, c'est qu'il comprend une liste très détaillée de contrôles pour réduire les risques en matière de voyage. Alors, le document est organisé pour que vous puissiez piocher des informations extrêmement précises sur ce que vous devez mettre en œuvre dans le domaine de l'information avant le déplacement
y compris de l'information pendant le déplacement. Quelles sont les compétences que vous allez rechercher à développer aussi bien dans les acteurs qui vont valider la séquence du voyage ou de l'expatriation que pour les voyageurs eux-mêmes. Et puis ensuite, un certain nombre de contrôles qui vont vous permettre de réduire les risques. Aussi bien la nécessité d'avoir un système de suivi des voyageurs propre à l'entreprise ou géré par un prestataire tiers, la communication qui est critique dans toute la séquence du voyage d'expatriation, l'identification des risques médicaux et des risques sanitaires, en sus de l'analyse et du traitement des risques sûreté, le recueil, l'ISO 3130 est aussi également très détaillé sur ce que vous devez faire en matière de sélection d'hébergement. C'est devenu de plus en plus un point d'intérêt pour les entreprises. Où est-ce que mes collaborateurs vont se loger pendant leur déplacement? Est-ce que je peux, par exemple, les laisser aller dans un Airbnb, ou est-ce que je dois apporter une règle par rapport à ça? Donc, l'ensemble des contrôles sont très détaillés, et ça permet à une entreprise qui serait, je dirais, qui démarrerait son travail d'analyse du risque voyage, de travailler de façon très progressive pour mettre en place un socle de gestion du risque voyage. On va passer au slide suivant. Donc, effectivement, les standards de la gestion du risque voyage qui sont vus dans la norme, c'est effectivement vous amener à évaluer le coût-bénéfice du voyage, prendre une décision proportionnelle au niveau de risque, notamment réfléchir, et c'est pour ça que la norme, elle est très progressive, elle commence par dire qui sont les acteurs qui doivent réfléchir à la manière dont on va gérer les risques en voyage, quel est le niveau d'acceptabilité dans l'entreprise de ces risques en voyage, et quelles sont les mesures appropriées pour atténuer ces risques, voire les supprimer. Voilà. On va passer au slide suivant. Donc, l'ISO, en fait, c'est quoi? C'est 4 étapes clés. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est quel est le contexte de l'entreprise, qui sont les parties prenantes, quels sont les critères de risque propres à l'entreprise, selon que vous êtes en mesure parce que vous avez une direction sûreté qui est étoffée, parce que votre domaine d'activité vous amène à vous déplacer vers des pays à risque important, mais vous allez peut-être développer votre propre système d'analyse des risques. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur propre service d'analyse de veille et de cotation des risques, mais ça peut être également outsourcé. Ensuite, tout ce qui relève de la gestion du risque voyage, comment effectivement ces risques sont analysés, comment ils sont identifiés, comment les risques sont traités. Donc tout ça, c'est inspiré par l'ISO 31000 sur le risk assessment. Ensuite, une phase dynamique dans la phase 3 de cette troisième chapitre, eh bien la manière dont une entreprise va analyser ces risques et les traiter de façon dynamique pendant toute la durée du voyage, y compris quand les incidents se produisent. Donc, la norme va également parler de notions comme les principes d'escalade, qui est-ce qui va gérer la crise, la problématique par exemple, d'une pandémie également couverte parmi les annexes de cette norme. La nécessité de communiquer en crise est largement soulignée. La formation, je l'ai dit tout à l'heure, est également revue. Et je dirais que c'est, et ça c'est important à noter, c'est que ce travail a été fait par des professionnels dans le but d'être compréhensible par les différentes fonctions qui ont à en connaître par rapport à la gestion des risques santé et sûreté en voyage. Donc, ce n'est pas du jargon, c'est un langage qui est accessible. La norme, elle existe en français, en anglais et dans d'autres langues, mais elle est tout à fait lisible, ce n'est pas du tout quelque chose de théorique. Enfin, le quatrième point, et je pense que c'est je dirais le point le plus innovant de cette norme, c'est qu'elle met l'accent sur la nécessité de mesurer pour une entreprise l'effectivité de cette politique santé-sûreté à l'international pour les voyageurs et les expatriés. Et donc, la nécessité d'enregistrer des résultats en matière de gestion de ce risque, de traitement des risques, et également d'avoir une approche dynamique, à savoir, en année 1, je veux avoir tel et tel aspect du risque voyage qui sont pris en compte, mais en année 2, peut-être que je vais rajouter d'autres couches, d'autres outils, de façon à ce que
mon système devienne de plus en plus résilient et que mon entreprise, mon organisation acquiert un niveau de maturité supérieur. Et donc la nécessité d'avoir des indicateurs de performance, la nécessité de communiquer sur cette politique de gestion des risques santé-sûreté à l'international et de mesurer effectivement l'effet de la mise en place de ces outils et de ces protocoles. Voilà, c'était une présentation un peu rapide et je terminerai par comment effectivement convaincre les différentes parties prenantes de se pencher sur le document. Se dire que c'est un document qui permet de faire une évaluation des risques collectifs, que ce soit autour d'une table pour dire voilà comment on traite nous le sujet voyage d'affaires dans notre entreprise ou expatriation. Est-ce qu'on a bien couvert tous les intervalles? Ça permet également, comme je le disais, la langue est accessible, d'impliquer tout le monde, qu'on soit travel manager, responsable RH à l'international, responsable company ben, directeur sûreté, directeur santé, responsable HSE. On a un rôle à jouer dans ce travail de gestion du risque voyage. Un autre aspect positif pour rallier autour de vous des soutiens, c'est de savoir que la norme, elle est écrite pour s'éloigner du risque comme quelque chose de négatif. C'est plus dire comment on va rendre le voyage possible plutôt que dire qu'on va l'interdire. Ensuite, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ce recueil n'est pas obligatoire. Pour l'instant, ça n'a pas de force de loi. Je dirais que l'utilisation par une entreprise, c'est d'aller piocher en fonction de son appétence au risque, en fonction de son organisation, piocher les bonnes recettes qui sont décrites de façon assez précise. Et oui, c'est vrai que j'oublie un dernier point, c'est que la norme, ce recueil, tend à couvrir non seulement les voyageurs et les expatriés des entreprises, mais également leurs employés locaux. Donc on va un peu se décaler maintenant de la norme ISO 31030, enfin de ce recueil, pour peut-être poser quelques questions au général Jean Morin sur la manière dont la gestion des risques à l'international est prise en compte par un grand groupe comme le groupe Renault. Tu n'as pas les questions? Non. Alors, les questions, parce qu'on a quelques questions qu'on a préparées avec le général Morin. Peut-être démarrer par peut-être un commentaire de votre part, mon général, sur la manière dont vous, ce que je viens de présenter résonne pour vous par rapport à une grande entreprise comme Renault qui a déjà beaucoup de maturité dans ce domaine. Oui, alors, merci Xavier pour tout ce qui a été présenté. Comme vous l'avez souligné, il s'agit cette norme ISO telle que je la vois après comme un recueil de bonnes pratiques à la disposition des différentes entreprises. Elle n'a pas de caractère obligatoire et le groupe Renault à ce stade n'a pas jugé nécessaire de rentrer dans cette norme dans la mesure où nous avons une expérience de la politique santé-sûreté depuis nombreuses années. C'est pour ça qu'on n'a pas décidé. Je pourrais développer pourquoi et tout ce qui a été mis en place au cours des différentes questions. Mais moi, je vois cette norme-là comme un recueil de bonnes pratiques dans lesquelles il faut piocher quand on se pose une question. Tout à fait. Et alors, comme on le sait, la gestion des risques à l'international, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour le groupe Renault. Est-ce que vous pourriez nous partager un historique, comment le sujet a mûri au niveau de votre groupe? Oui. Et peut-être quelques bonnes pratiques également. Voilà, alors le sujet a mûri depuis un peu plus d'une dizaine d'années quand il y a eu la création de la direction prévention protection du groupe Renault en 2011 sur décision du conseil d'administration et les missions générales qui avaient été données à cette direction prévention protection, c'est d'assurer la prévention et protection des personnes,
celle des biens matériels, celle des biens immatériels, avec pour cela en accompagnement tout un dispositif de veille, de gestion de crise, etc. Et de politique de sûreté et de sécurité des différents événements. Clairement, nous, on s'inscrit pour le sujet de ce jour dans la protection des personnes. Et pour ce qui est de Renault, nous avons dès le début créé un lien très fort avec la partie médicale de l'entreprise, que ce soit pour ce qui concerne l'évaluation des risques pays, les traitements de cas individuels ou la gestion des crises qui pouvaient avoir lieu. En bonne pratique, je dirais que la partie voyage que l'on traite au sein de l'entreprise est en lien hebdomadaire avec des réunions hebdomadaires avec la partie direction prévention protection et avec l'équipe médicale. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un peu une revue de l'actualité, de savoir quels sont les changements de réglementation qu'il y a pu avoir à droite ou à gauche, quels sont les nouveaux risques qui apparaissent, et ce qui permet de mettre à jour une cartographie de ces différents risques un peu partout. Ça a été mis en place aussi en partenariat avec d'autres, enfin pas en partenariat, mais en lien et en relation avec d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises via le CDSE ou via le Syndex, bien évidemment. Et donc, qui a permis ce partage des bonnes pratiques. Nous sommes également aidés par ISOS avec lesquels nous avons trois contrats principaux, enfin trois contrats, qui sont le premier, c'est la Travel Trackers. Le deuxième, c'est tout ce qui est sûreté et assistance que l'on peut demander ou évaluation que l'on peut demander sur, par exemple, une mission qui doit aller avoir lieu dans un pays dans lequel on n'est pas implanté ou quel est le risque exact, confronter notre appréciation du risque avec celui d'ISO, c'est ce qui a un contact sur zone pour nous aider, etc. Et le troisième volet, bien sûr, c'est le volet santé proprement dit, l'assistante médicale, et via la plateforme ISOS. Donc ça, tout ça, je pourrais le développer au cours d'autres questions, mais c'est le partenariat que l'on a. Ce que je peux dire grosso modo sur à la fois cette expérience qui date depuis une dizaine d'années, qui a été partagée avec d'autres entreprises et puis qui a grandi et mûri chaque jour en liaison avec notre partenaire et puis en liaison avec les grosses entreprises. Alors, grande entreprise peut vouloir dire grande difficulté parfois. Est-ce qu'il y a des difficultés qu'un groupe tel que le groupe Renault a pu rencontrer ou rencontre dans la mise en œuvre d'une telle politique de gestion globale des risques santé? Alors, des difficultés, il y en a toujours, mais je dirais qu'il n'y a pas de grosses difficultés parce que bon, le dispositif est quand même bien rodé aujourd'hui. Il y a les process qui sont là, il y a les liens qui sont faits dans l'entreprise entre les différentes fonctions, comme je l'avais dit, que ce soit la santé, que ce soit la direction de l'immobilier, qui est des services généraux qui s'occupent des voyages, etc. Donc, grosso modo, les liens sont faits et ça marche bien. Je vais quand même citer une difficulté qu'on a eue tout au début de la crise Covid, ça a été avoir accès à une information validée et fiable. Et c'est, je crois, une difficulté qu'ont rencontré beaucoup d'agences aériennes, hein, de compagnies aériennes, parce que la base de voyageurs était importante, encore dans les données, mais avec des gens qui n'étaient pas partis à cause bien sûr des différents confinements. Donc ça n'a pas été facile de remettre à jour cette base de données tout au début de la crise. Voilà. Maintenant, ce qui nous aide, c'est que la politique de sûreté à l'international et santé est non seulement acceptée, mais elle est reconnue par le top management de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs. Bon, il y a un facteur extérieur qui a beaucoup aidé, c'est la crise Covid,
Donc maintenant, évidemment, tous les collaborateurs se tournent plus facilement vers nous pour avoir telle ou telle info, hein, ça c'est clair. Je dirais que les processus transverses sont bien rodés. Et nous avons, en plus de ces processus transverses bien rodés entre la santé, les services généraux et nous avons des bons relais de communication interne via le réseau Yammer, via l'intranet, via des messages, des mails, des SMS qui sont envoyés aux voyageurs. Par exemple, quand un collaborateur a une mission qui est validée et qui reçoit son billet d'avion ou de train, etc., il y a systématiquement la coordonnée avec l'assistance ISOS qui peut être donnée, etc., dans tel ou tel pays. Et ça, c'est intégré dans le système. Sur le site, par exemple, intranet de la direction prévention protection, nous avons une page voyage et bon, l'année dernière, on a eu 4000 connexions sur cette page. Donc c'est quelque chose qui est la communication est importante en l'intérieur de l'entreprise pour faire porter les différents messages. D'accord. On m'entend? Oui. Alors, une autre question pour vous, en général, on l'a vu, donc il y a une reprise progressive des déplacements, mais la réalité, c'est quand même que cet environnement de reprise des voyages est assez complexe. Et je voulais savoir si au sein du groupe Renault, vous avez revu votre politique de risque en voyage, de gestion de risque en voyage, pour l'adapter à cette nouvelle normalité. Alors, la politique, en fait, je dirais pas qu'elle a été revue parce que c'est un peu toujours la même de la politique générale, c'est la protection des personnes. Donc ça, c'est clair. Mais elle s'est adaptée au contexte actuel. Et bon, cette année 2021 a marqué la reprise des missions, des voyages essentiellement en Europe, compte tenu des restrictions Covid, par exemple en Asie où c'est quand même, c'est complètement fermé au Japon, bon, c'est pas si simple ailleurs, etc. Voilà. En Amérique latine également, c'est plus difficile. Donc, on sent très nettement, enfin, le cœur de l'activité quand même du groupe est aussi en Europe. Donc, on sent très nettement une reprise de ces activités sur l'Europe. Et ce qui risque de durer, en revanche, c'est en dehors des restrictions Covid actuelles, en dehors d'Europe, c'est le fait qu'il n'y aura plus de déplacement à l'autre bout du monde pour participer à une réunion de 3 heures etc. Non, ça cette ère-là est terminée. D'abord pour des raisons d'économie, de bon sens, tout simplement, d'inscription aussi dans les exigences écologiques, etc., tout ce qu'on veut. Mais, et puis par le fait aussi qu'on a montré au cours de la crise Covid que le télétravail ou les réunions à distance pouvaient être très efficaces dans la mesure où les personnes se connaissaient. Ça nécessite de maintenir des contacts, mais pas pour y aller pour une réunion de 2 heures ou 3 heures. À chaque fois, ce sera des missions beaucoup plus ciblées. Donc moins de déplacements, moins de quantité, mais je dirais beaucoup plus de préparation. Beaucoup plus de préparation parce que les règles des pays, même au sein de l'Union européenne, sont différentes. Et donc, même pour une mission en Espagne, il faut regarder quelles sont les règles, etc., etc. Dans le déroulé de ce que l'on fait, c'est que dans le cadre de cette préparation, qui est donc un peu plus importante, il y a une prise de contact systématique avant le départ avec les médecines du travail. On regarde le protocole médical pour déterminer, donc je vous l'avais dit, de manière hebdomadaire le statut de chaque pays en fonction du risque Covid, mais aussi en fonction de la situation médicale personnelle de chaque voyageur. Donc il reste une donnée confidentielle, mais il y a toujours un contact médical qui se fait auparavant avec les médecines du travail. On peut dire que grâce à ces mesures qui ont demandé un renfort une augmentation du travail,
les voyages ont quasiment pu reprendre de manière normale en quantité hein, sur l'Europe en 2021. D'accord. Et alors, un groupe comme Renault, c'est un groupe qui est absolument multinational. Comment arrivez-vous justement à harmoniser et à déployer cette politique compte tenu du nombre de pays dans lesquels vous êtes présent et évidemment des différences culturelles qui doivent exister entre vos différents bureaux? Alors, bien évidemment, comme vous le dites, ça nécessite d'avoir des contacts étroits avec l'ensemble des pays. Cela, on l'avait, enfin la direction prévention protection avait ce réseau-là avec les différents pays via la prévention protection des pays de manière fonctionnelle dans la vie quotidienne, que ce soit pour par exemple la sécurité, les normes sécurité incendie ou les normes de sûreté, les échanges réguliers, les gestions de crise, etc. Et donc ce point de départ, ce réseau qui était déjà tissé, a grandement facilité la suite et en ajoutant la question des crises de gestion des différents voyages. Euh, Nous avons des contacts avec les chefs de pays, avec les RH des différents pays, avec les médecins aussi des différents pays, et réguliers et qui nous permettent de mettre à jour justement là, cette cartographie des différents pays. Donc c'est essentiel d'avoir ce réseau et de le développer et de l'entretenir surtout. Voilà. Très clair. Et justement, sur la gestion des incidents, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails sur votre processus global? Alors, je le disais tout à l'heure, on a un contrat avec ISOS dans ce domaine-là sur les incidents sur les personnes à l'étranger. Donc, concrètement, dès qu'il y a un voyageur qui part, dans le message avec le billet d'avion, il y a le numéro de référence pour l'assistance personnelle du collaborateur en mission, le numéro d'ISOS correspondant pour cette assistance personnelle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, bon, aussi, ce missionnaire n'est jamais seul, il a forcément un pays qui l'accueille et avec des collaborateurs de ce pays qui l'accueillent. Et à ce moment-là, enfin, au moins là où c'est quand la très grande majorité, c'est là où on a quand même des emprises. Et donc, il peut aussi bénéficier de l'appui local. Alors, on a développé par contre ça c'est valable pour je dirais les missionnaires, tous nos collaborateurs qui vont sur les différents sites. Pour les expatriés, on a développé un système qui consiste d'abord à briefer à chaque arrivée d'expatriés par généralement la sécurité du pays, tout ce qu'il faut faire, pas faire, etc., une formation à la culture du pays et tout. Et on donne une petite carte avec un numéro de téléphone à joindre à H24, qui est en fait un collaborateur Renault de l'entreprise, qui est souvent au sein, même qui est au sein, travaille au sein de la direction sécurité du pays, et qui est capable de répondre dans la langue du pays à tout souci de sécurité. Bon, nous sommes déployés dans des pays quand même qui sont pas si simples, que ce soit la Russie, quelques pays en Amérique latine, bon, le Maroc c'est plus facile, mais ou la Turquie ou même en Chine ou en Corée ou je sais pas où, mais se débrouiller dans la langue n'est pas toujours évident. Donc ce numéro qui est donné au collaborateur et à sa famille également permet d'avoir H24 quelqu'un de la sécurité qui négocie, par exemple avec le policier qui arrête l'épouse ou l'enfant d'un collaborateur qui a pas marqué un stop ou je sais pas quoi. Bon, c'est plus facile de s'expliquer quand on a quelqu'un dans la langue. Voilà. C'est un peu donc le système à la fois ISOS, je dirais contractuel, et puis le système interne Renault pour la partie expatriée. Voilà. Ah oui, c'est très élaboré. Alors justement, la crise Covid nous a forcé à nous pencher à nouveau sur l'importance d'un programme de gestion des risques
pour protéger les collaborateurs. Et alors, ce qu'on a pu constater dans nos interactions avec les entreprises et les organisations, c'est qu'il y a eu un renforcement du rôle des différentes parties prenantes sur les questions relatives à la santé. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience de la crise Covid en général? Voilà. Alors, donc au sein de je l'avais dit tout à l'heure, au sein de la direction prévention protection du groupe, il y a une équipe qui est en charge de la veille et de la gestion de crise. Et cette équipe a mis en place animé 2 cellules de crise. La première, c'était une cellule de crise qui était davantage tournée vers la continuité d'activité, qui était en liaison avec les 5 régions. À l'époque, le groupe Renault était organisé en 5 régions, et avec plus d'une trentaine de métiers dans l'entreprise, avec un correspondant. Et chaque jour, à midi, il y avait une réunion regroupant tout ce monde-là et qui faisait un point sur les remontées d'informations de la situation Covid. Au début, c'était le nombre de cas, etc. Qu'est-ce que ça impactait comme activité dans l'entreprise, quand on était dans le vert, dans l'orange, dans le rouge, etc. Donc ça, c'était la partie continuité d'activité. Mais nous avions aussi, parallèlement, une cellule de crise qui réunissait la partie ressources humaines, le HSE, le médical. Dès décembre 2019, sur Wuhan, où on avait une dizaine d'expats, on a été mis au courant du problème. Il y a eu l'expression des signaux faibles qui ont permis d'activer cette cellule de crise tout de suite et qui a pu gérer la question le soutien pour ces dizaines d'expatriés avec leurs familles qui étaient sur Wuhan. Voilà. Ça, c'était la partie groupe Renault. Mais parallèlement, donc, au sein de l'alliance avec Nissan, donc moi j'ai un collègue correspondant qui est le chef de la sécurité, enfin de la prévention protection de Nissan. Nous avions une coordination. Parce que dans des pays où on a à la fois Nissan et Renault, c'était important. Je prends l'exemple de l'Inde, où il y a l'usine et Nissan, mais on a de l'ingénierie, on a des services, etc., qui sont Renault. C'est important que au sein de l'Alliance, il y ait la même politique concernant les évacuations ou non et le soutien apporté aux, aux collaborateurs. Donc cette coordination sur Nissan a très bien fonctionné, que ce soit dans la vie quotidienne, la remontée d'informations ou même des évacuations de personnes comme ça a pu se faire. Très bien. Alors, je veux un peu élargir le débat et quitter un peu l'ISO 31030, même si j'en parlerai en conclusion. Et je voudrais peut-être faire le lien avec une session prochaine, qui sera le mercredi 16 février, qui portera sur la gestion de crise. Alors, en général, vous l'avez dit dans votre introduction et on le sait, vous êtes un spécialiste des États indépendants de l'ex-Union soviétique et de la Russie. Et en quelques mots, sans rentrer dans la géopolitique de haut niveau, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision des enjeux sécuritaires en Ukraine et de quelle façon Renault aborde la situation actuelle de tension entre l'Ukraine et son voisin? Bon, alors, sur cette question-là, bon, vous suivez l'actualité, les différents scénarios qui sont sortis dans la presse. Bon, c'est clair que le scénario d'une guerre importante entre la Russie et l'Ukraine est fort peu probable à court terme. Ça, voilà, c'est le premier point. Ça n'empêche pas que des actions ou des provocations ou des ceci ou de cela peuvent être menées et qui entraîneraient des sanctions de la part des États-Unis, voire de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Donc notre travail aujourd'hui consiste plus à essayer de définir, essayer d'avoir des informations sur
que pourraient être ces sanctions en fonction des différents scénarios du plus faible au plus fort, pour voir quelles seraient les conséquences de l'entreprise. Donc c'est surtout ça la partie. Sur la partie sécurité des personnes, il n'y a strictement aucun risque, hein, que ce soit en Ukraine ou en Russie, quand bien même, à moins que ce soit la Troisième Guerre mondiale, mais à ce moment-là, on sera tous morts. Je veux dire, il n'y a aucun risque sur les personnes, qu'elles soient expatriées ou pas. Et si on prend l'exemple, enfin, des consignes américaines qui ont été données il y a quelques semaines, une quinzaine de jours, d'abord sur le rapatriement des familles de l'ambassade, puis sur des collaborateurs qui seraient moins utiles à l'ambassade, puis bah, forcément les Américains qui étaient sur zone qui se disaient mais pourquoi l'ambassade et pas nous? Donc après sur les collaborateurs américains qui on leur conseillait de quitter l'Ukraine. Bon, moi je l'analyse clairement comme une volonté de la part américaine de rendre crédible le scénario d'attaque des Russes sur l'Ukraine. Donc il fallait faire les uns monter. Quand on monte les enchères, c'est chacun son tour. Donc ça, c'était une manière aussi de contrer un peu les montées aux enchères des Russes. Voilà. Mais non, il n'y a pas de risque sur les personnes en Ukraine. Hein, ni en Russie. Hein. Même Merci, peut-être moins d'insécurité là-bas qu'il peut y en avoir dans d'autres pays. Voilà. Merci, très clair et très rassurant. Je vais me tourner vers Flore qui a pu relever quelques questions de l'auditoire et peut-être tu veux nous les partager. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, mon général, pour votre témoignage, pour tous ceux qui nous ont écoutés. On dira aussi ensuite peut-être un mot sur la formation ISO, Xavier, qui est proposée avec la Fondation. Mais pour démarrer en restant sur le sujet, donc nous avons reçu quelques questions de la part des participants que je vais poser tout de suite. La première qui concerne donc la norme, donc plutôt pour toi, Xavier. Si mon entreprise décide d'obtenir cette certification, ou en tout cas si l'ISO devient certifiante, y aura-t-il un cycle d'audit, de surveillance et de recertification, comme ça peut être le cas avec la norme ISO 45001, par exemple? Alors, pour l'instant, et je voudrais vraiment préciser mon propos, la mal nommée norme n'a pas un caractère normatif. C'est-à-dire que c'est un recueil et c'est important parce que, comme je le disais, c'est quelque chose de très opérationnel. C'est important d'en prendre connaissance. C'est quelques centaines d'euros sur le site de l'AFNOR ou de l'ISO. Mais ça n'a pas une valeur de certification pour l'instant. Je sais que certaines entreprises proposent des certifications. Pour l'instant, il n'y a pas de certification parce que l'ISO ne souhaite pas encore en faire un certificat. Cependant, il faut bien tenir compte du fait qu'une fois qu'un recueil de bonnes pratiques fait par des professionnels existe, c'est quelque chose qui pourra avoir une valeur jurisprudentielle plus tard. Si jamais une entreprise est mise en cause sur la manière dont elle a exécuté son devoir de protection à l'égard de collaborateurs, force est d'imaginer que le juge ou l'avocat va dire quelle est la littérature qui existe. Et aujourd'hui, dans ce domaine, la forme la plus aboutie des connaissances, c'est ce recueil. Donc, pour l'instant, pas de certification, mais en revanche, et ça, c'est une démarche qu'on fait avec différentes entreprises, on est en mesure de vous aider à déterminer où vous en êtes par rapport aux différents piliers de l'exercice de votre devoir de protection et comment vous devez harmoniser les différents outils que vous avez. Donc, c'est quelque chose qu'on fait sans problème, à base d'audit, à base d'interviews, de revue de vos documents, et puis on peut vous aider à établir un plan d'action à 1 an, 2 ans, 3 ans, par rapport à un modèle de maturité que vous souhaiteriez atteindre. Et parallèlement à ça, on fait une formation qui est, je dirais, plus une sensibilisation à ce qu'il y a dans la norme de façon assez détaillée avec, et je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a pas mal de cas pratiques pour vous mettre en situation par rapport à l'utilisation possible des outils et des bonnes pratiques qui sont décrites dans l'ISO 31030. Très bien, merci beaucoup Xavier. Nous avons aussi une question pour vous, mon général, plus sur le fonctionnement de votre groupe Renault. La question est, existe-t-il une équipe dédiée au voyage,
donc entre parenthèses, par exemple, pour les réservations? Et si oui, fait-elle partie de la direction prévention et protection en étant intégrée directement donc, aux cellules de gestion de crise, à l'élaboration et à la mise à jour des procédures internes, potentiellement aussi à l'intégration des bonnes pratiques de l'ISO? Comment fonctionnez-vous sur ces sujets? Oui, alors, cette cellule existe, oui, effectivement, mais elle est enfin, la direction de l'immobilier et des services généraux. Elle gère toute la partie voyage, politique de voyage et dépenses associées, bien évidemment, avec les indicateurs réguliers. Elle n'est pas chez moi, mais par contre, ce que je disais, c'est qu'on a des réunions régulières avec elle. Toutes les semaines, on est en contact pour cette à la fois mise à jour des cartographies et puis les diffusions des messages pour dire vert, orange, rouge sur tel ou tel pays, quoi. Elle est à côté, mais on travaille avec, voilà. Si j'ai répondu globalement à la question. Il y avait un autre point, non, peut-être? Non. C'était la question qu'on avait. Et après, en termes de complexité des voyages, donc c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé pendant la durée de la session. Donc il y a une autre question qui vient de tomber, donc je vais privilégier celle-ci, qui est: comment la politique de sécurité des déplacements est paramétrée dans votre outil de réservation des voyages en entreprise? Comment c'est paramétré? Bon, alors, sur l'outil de réservation, déjà, c'est la validation avec, bon, pour des raisons à la fois de sécurité, mais aussi de coût, c'est validé jusqu'à un niveau très haut dans l'entreprise. Donc, on ne part pas, c'est le niveau jusqu'au comité exécutif de l'entreprise, par exemple. Donc, ça se fait pas comme ça. Bon, avec un niveau N-1 de temps en temps pour les petites missions. Et nous, au sein de la D2P, on a accès à toutes ces prévisions-là. Et donc, ce qui nous met une alerte en disant attention, demande de réservation, mais sur tel pays, venez nous voir, go, no go, etc. C'est intégré, il y a un lien. Très bien. Enfin, il y a les consignes qui sont générales qui sont données, normalement qui sont respectées, mais aussi on a un droit de regard sur ces demandes de réservation. Très bien, très clair. Donc on a fait le tour des questions. En commentaire, ce que je souhaiterais partager aussi, c'est que de notre côté, en tout cas, Xavier, dis-moi si c'est bien le cas, mais sur les centres d'assistance, cette complexité s'illustre également. On se rend compte que chaque voyage demande 5 à 7 fois plus de préparation. Exactement. Donc l'ISO, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aussi durable en termes de pratiques à intégrer. Oui, tout à fait. Et l'ISO, d'ailleurs, recouvre des sujets plus nouveaux, comme effectivement que faire par rapport au voyage pendant la pandémie. Donc il a été, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un document qui a vécu, qui a été mis à jour en fin d'année 2021 pour justement tenir compte des réalités du voyage. Un autre point, ce recueil tient compte de la question que dois-je faire par rapport à un collaborateur qui souhaite prendre des congés personnels au bout de son voyage professionnel, qui est un sujet sérieux, le be-leisure, comme on l'appelle. Ça nécessite pour l'entreprise de déterminer des règles. Donc, et pour terminer sur la complexité que tu citais, Flore, effectivement, nos centres d'assistance, nos plateaux d'assistance ont une activité extrêmement élevée pour aider les entreprises à déterminer, je dirais, collaborateur par collaborateur, l'opportunité ou non de voyager en tenant compte de la situation personnelle de l'individu, son statut vaccinal, sa condition médicale, mais également en tenant compte des risques médicaux et sûreté. Donc effectivement, on n'a jamais été aussi près des entreprises dans l'aide à la décision de voyage. Merci beaucoup. Souhaites-tu dire un mot sur la formation que l'on propose via la Fondation? Alors donc oui, cette formation, la Fondation International SOS, donc, qui est une fondation but non lucratif qui promeut le devoir de protection, organise des formations pour décrire ce que c'est que l'ISO 31030.
Et en parallèle de ça, International SOS est en mesure d'accompagner les entreprises pour justement réaliser des audits, réaliser des plans d'action par rapport à ce repère qui est ce guide de bonne pratique. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a bien abordé le sujet. Merci beaucoup, mon général, pour votre Mais je vous en témoignage. prie. C'était un plaisir. Merci, mon général. Et puis, Merci, je vous je en vous prie. rappelle, je rappelle à notre auditoire que la semaine prochaine, on se retrouvera autour d'une thématique liée à la gestion de crise avec des grands témoins également d'entreprises du groupe Richemont et du groupe Egis, qui sont des directeurs sûreté, qui vont pouvoir, avec mon collègue Gauthier Porot, discuter des bonnes pratiques en matière de gestion de crise. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et, merci à vous. Merci à vous. Vous recevrez l'enregistrement de la session. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Hop. C'est bon. Bon, j'espère